PSG Fan TV, bonsoir à tous. Vive la Ligue 1. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Paris en parle. Tout va bien pour le Paris Saint-Germain en ce moment, j'arrête pas de dire ça quasiment toutes les semaines. Ce soir, c'était le match aller des barrages. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu inédit. Et oui, bon, pour cette première, on a quelques nouveaux visages. Et Brandon, bienvenue dans le PEP. Bienvenue Brandon. Bienvenue. Voilà, PEP. un récurrent de la chaîne. Merci infiniment. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir. Également. Un retour pour Miguel. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Matt, t'es en forme? On est là. On est là. De l'autre côté, nous avons Tariq qui avait séché les cours la dernière fois. Non, on est parti un peu au soleil. C'est bon. On peut pas t'en vouloir. On peut pas t'en vouloir. Paris, c'est gris en ce moment ou c'est ensoleillé? Ça dépend. Young, ça va? Ouais, ça va. C'est gris dehors, mais ensoleillé sur le terrain. Comme ça. Les cœurs sont ensoleillés. Enfin, Joe. Eh ben écoute, ça va Ça très va? bien. T'as Et passé toi, une bonne soirée? comment tu vas? Ça va très bien. Je suis, voilà, j'ai ces deux visages. Le ciel qui est un peu gris, mais le cœur est ensoleillé grâce aux victoires du Paris Saint-Germain. Donc, la tension du match. Et cette fois-ci, je vais interroger Joe. Une surprise. Voilà, j'aimerais avoir ton ressenti sur la tension de ce premier volume, donc face à Brest. Écoute, c'est un match qui était sans surprise maîtrisé par le Paris Saint-Germain. Je vais te dire qu'on a rencontré une équipe de Ligue 1, ce qui est une réalité. On a une certaine constance sur les équipes contre l'Hexagone. Et aujourd'hui, le plus fort a été là, même si je note quand même, parce qu'il faut quand même avoir ces petits points, qu'on a eu quelques petites errances. C'est important aussi pour nous pour les corriger quand on montera en fait encore de niveau. Mais c'est un très beau match du Paris Saint-Germain. Merci à toi. Tariq, je voulais avoir ton regard sur l'image de la composition donc, en début de match. Donc, moi, j'ai fait partie des gens qui étaient un peu surpris. Mais voilà, je ne dirai pas forcément pourquoi, mais je t'écoute. Je pense que ouais, tu devais peut-être t'attendre à la titularisation de Kvara. Moi, c'est ce qui m'a étonné aussi, mais quand tu réfléchis bien, il y a une certaine logique. Il vient quand même de rejoindre le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il manque de rythme. Ça a resté un match à l'extérieur contre une équipe de Ligue 1, qu'on le veuille ou non. Le terrain assez compliqué. On a vu les images d'avant-match où la pelouse était en assez mauvais état. Donc moi, il n'y avait pas trop d'étonnement non plus. Il y a une certaine logique quant au dernier résultat, très bon résultat même qu'il y a eu, sans Kvara. Donc pour moi, je n'étais pas tant étonné que ça. Mais sinon, moi, j'aimerais parler de Brest aussi, rendre hommage à Brest, parce que on a beau parler de la Ligue 1, du fait que souvent les équipes nous attendent un petit peu derrière. Là, ils ont fait le jeu, ils ont proposé, et je pense que ça joue aussi sur le résultat de ce soir et le très bon résultat du Paris Saint-Germain. Donc j'aimerais aussi mettre ça en avant. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Brandon, Yes. pour ta première, j'aimerais avoir ton regard sur ce milieu de terrain. Et d'ailleurs, ça fera partie d'un de nos thèmes ce soir, un joueur notamment. Mais voilà, l'entraîneur a été très élogieux. Et j'aimerais avoir ton regard sur le travail qui a été effectué sur cette zone ce soir. Je les trouve complémentaires. Donc, ils font le travail. J'aime beaucoup, du coup, la position de Vitinha en sentinelle, du coup, devant la défense. C'est pas mal. Donc, je pense que les trois ont une alchimie. Et c'est pas mal ce qu'on voit, du coup, au cours de cette deuxième partie de saison. Donc, ils continuent comme ça jusqu'à la fin. On va les encourager et puis qu'ils continuent comme ça, quoi. Donc, pour moi, j'ai rien à dire de plus ça. Très bien. Matt, je sais que tu es très optimiste, en tout cas sur un futur... Oui, j'ai déjà été sur Booking pour aller voir les places, pour voir les hôtels à Munich. Je sais que je vais me faire incendier par un certain Young Steph pour ça. Tranquille. Non, écoute, ce soir, c'est des trompettes, Brest, pour de vrai. La vérité, non, mais c'est pas pour être méchant. Et bon, ils savent jouer un peu, mais c'est quand même un peu, voilà, quoi. C'est pas au niveau. C'est la rigolade. Moi, je mangeais des chips en même temps, je buvais un coca. J'étais là, je sais pas, j'étais pas concentré. J'arrivais pas à me concentrer. J'ai l'impression de regarder un match de Ligue 1 le samedi après-midi. C'est là quand tu dors sur ton canapé, que tu te fermes un œil et que tu vois le match un petit peu vite fait. Tu te réveilles, il y a 3-0. Voilà. Pour toi, c'était trop facile pour le Paris Saint-Germain? Trop facile. Trop facile. En vrai, ils n'ont pas forcé le PSG ce soir. Enfin, j'ai pas eu cette impression qu'ils aient forcé leur jeu, tu vois. Alors oui, Brest, ils ont fait des petits queutrus parce que nous, on aime bien parfois
On aime bien laisser un peu d'espoir, tu vois, pour faire kiffer un peu les supporters. sinon les gars, c'est... Ah non, il n'y a rien. Il n'y a rien à Brest. Faut arrêter. Pourtant, je suis breton. Je suis breton d'origine. Heureusement que tu le dis. Hein. Heureusement que tu le dis. Non, mais je suis breton, mais moi, c'est le sang parisien, comme je disais tout à l'heure. Donc, tu vois, donc non, il n'y a rien. On s'est pas amusé, c'est nul. Forcément, je vais interroger le camarade à ta gauche. Miguel, est-ce que vraiment... Parce qu'on... Médiatiquement, on aime dire que la Ligue 1, le Paris Saint-Germain a tué la Ligue 1, entre guillemets. Moi, je suis pas tellement de cet avis. Voilà, je pense qu'il faut valoriser le pain quotidien qu'est la Ligue 1. Et j'aimerais avoir ton avis sur ce que dit notamment Matt. Alors ce soir, en fait, la différence, c'est que le PSG a fait un vrai match de Ligue des Champions, sérieux, appliqué, qui n'a pas donné beaucoup de chance. Même si on regarde en détail le match, Brest a quand même tiré 16 fois. C'est juste qu'ils ont été peu efficaces pour cadrer. Ils n'ont cadré que 2 fois. Mais j'ai trouvé qu'ils ont eu beaucoup de situations. Heureusement qu'ils n'ont pas réglé la mire. Mais moi, je tiens à féliciter, comme a dit Tariq, Brest, parce que Brest a attaqué. Parce que moi, j'ai eu peur, comme on est dans une configuration match aller-retour, que Brest, ils se disent, on va garder toutes nos chances pour le match retour. Ils auraient pu fermer le jeu, rester à 11 derrière, à 10 plutôt. Mais ils ont joué. Et c'est pour ça que Paris a des situations. Et en plus, on voit les buts du Paris Saint-Germain. C'est quasiment de la transition rapide, hein, les buts du Paris Saint-Germain. C'est pas sur des attaques placées. Donc moi, je rends hommage au Stade brestois parce que Brest a joué un match à leur niveau, même s'ils ont des carences techniques. Mais il faut saluer leur état d'esprit pour gagner ce match. Très bien. Donc voilà, j'allais très bien. Merci beaucoup, Miguel. J'allais peut-être t'interroger. Juste rajouter une petite chose qui change la physionomie, c'est aussi la main de Lesmelou qui fait qu'il y a le penalty. Ouais. Parce qu'au début, quand même, ils jouaient quand même un peu avec le bus, ils étaient un peu plus reculés, et après, ils ont commencé à se livrer. Ce qui change un peu aussi la donne. Ouais, mais je pense qu'ils voulaient jouer le coup que tu as dit. Oui, de base. Au début, ouais. Mais c'est vrai que comme le but est venu tôt du Paris Saint-Germain, ils se sont dit, allez, on se lâche, on va essayer de revenir le plus rapidement possible. Ouais, en vrai, regarde, tellement le match, je le prenais pas au sérieux, je savais même pas que c'était à 18h45, c'est-à-dire. C'est-à-dire que j'étais là. C'est vrai que l'horaire était pas. J'étais là, je me suis dit, mais quoi, ça commence à 20h30, j'étais encore au bureau, je travaillais. Et là, je vois, on sonne, les gars, faut regarder le match. Ah merde, c'est tout de suite. Non, tellement, tu sais, pour te dire, je n'avais pas la pression comme d'habitude. Tu sais, de match de Ligue des Champions où t'as peur. On les a joués il y a 10 jours en plus, on les a éteints. Ouais. Ça joue pas, quoi. C'est vrai que ça. Merci, Matt. Pour terminer avec ce thème donc de la tension du match, j'allais dire Joe, mais je veux dire Yang. Pour toi, c'était vraiment trop facile pour le Paris Saint-Germain ? Je dirais pas que c'était trop facile. Paris, en tout cas, comme l'a dit Miguel, a abordé ce match vraiment dans une optique, voilà, c'est un match de Ligue des Champions. Ils ont quand même pris ça au sérieux. Ils ont été concentrés, appliqués jusqu'au bout. Le score reflète, je pense, l'état d'esprit de nos joueurs. Après, comme l'a dit Miguel également, faut pas oublier que Brest, ils ont tiré 16 fois. C'est-à-dire que voilà, c'est une équipe qui a quand même proposé du jeu. Non pas que Brest n'est pas au niveau... contrairement à ce que Matt a dit, non pas que Brest n'est pas au niveau de la Ligue des Champions, c'est que juste on commence à rentrer dans ce qui va être le vif du sujet. Comme on dit, l'entonnoir va commencer à se resserrer. Et ils ont tout simplement un effectif pour moi beaucoup trop limité, déjà même à ce step de la compétition, pour pouvoir inquiéter n'importe quelle équipe, et notamment le Paris Saint-Germain. C'est pas une question de Ligue 1 ou Ligue des Champions. L'affiche, elle est ce qu'elle était. C'est vrai que voilà, c'est une affiche pour nous qu'on connaît parce que c'est une équipe française, mais c'est pas pour autant que voilà, il faut dénigrer l'adversaire du soir. Quand même, ils ont montré des belles choses sur la phase de Ligue, et franchement tout le respect pour eux. Mais voilà, Paris a été souverain, sans surprise pour moi, tout simplement. Merci à toi. Nous allons passer au second thème, donc le MVP, l'homme du match. Je vais commencer par toi, Tariq, selon toi. Le MVP, Ousmane. Doublé encore. Il est sur sa lancée, il est sur une lancée extraordinaire. Moi, il m'impressionne. Je ne m'y attendais vraiment pas à ce qu'il ait autant de stats cette saison. 15 buts sur les 8 derniers matchs. C'est ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il est dans une lancée extraordinaire. Des fois, on se dit que oui, c'est la confiance. Mais là, j'ai même l'impression qu'il
il y a beaucoup de travail derrière, parce que c'est le premier but qu'il met. On sait qu'habituellement, quand il est dans la surface de réparation, tu as plus l'impression qu'il ne maîtrise pas son geste technique et sa frappe, et qu'il frappe, mais il ne place pas. Tandis que là, tu sens que c'est réfléchi. J'ai même l'impression qu'il y a la demi-seconde de temps d'arrêt pour pouvoir viser une zone. Et moi, c'est là où il m'impressionne. C'est vraiment on a l'impression qu'il est devenu létal. Et s'il continue sur cette lancée-là, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et moi, c'est le MVP, oui. D'accord. J'aimerais un peu vous interroger sur ce joueur qui a manifestement progressé. Selon vous, quels ont été les ingrédients ajoutés dans ce bouillon? On aimerait bien savoir justement. Après, on n'est pas des petites. On aimerait bien savoir quel est le travail qui a été fait sur lui, que ce soit mental ou technique, à l'entraînement. En fait, on aimerait. Bon, après, on n'aura peut-être jamais les réponses, mais les petits retours que j'ai eus, c'est que déjà, il n'arrive pas en retard. Voilà, et ça, je fais écho avec la réputation qu'il avait quand il était à Barcelone. Mais en fait, il ajoute des séances supplémentaires, donc de finition, après les entraînements. Donc, ça ressemble un peu à Cristiano, ça. Ça, vraiment, sans vouloir faire Ça semble porter ses fruits. Après, pour moi, je pense qu'il y a aussi son positionnement. Enrique qui le positionne. C'est vrai que voilà, on avait l'habitude de cette position de faux neuf, mais on a quand même l'impression, avec un Dembélé, pour moi, en pétard, pour reprendre l'expression, que quasiment il est devenu le numéro 9 du Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est incroyable. Il est beaucoup plus près du but, donc il a à la rigueur 1 ou 2 joueurs maximum à se défaire avant d'arriver dans la surface, ou même d'arriver dans les 6 mètres. Alors que lorsqu'il était sur le côté, il mangeait la ligne, il fallait en éliminer 2, 3, 4. Forcément, avec un jeu énergivore, tu arrives dans la surface, tu as moins la lucidité. Donc forcément, ça donnait les tirs dans les nuages, dans les tribunes qu'on voyait là. Il est vraiment dans la boîte, comme on dit, dans la zone chaude. Et voilà, après, il sait y faire parce qu'il a la dextérité, il a le savoir-faire pour... Et justement, dans sa carrière, c'est la première fois qu'il joue en 9, non? Je crois. Il avait joué un peu. Il avait joué un petit peu, mais souvent en 10. Et peut-être que Enrique, l'année dernière, je me rappelle le match à la Sociedad, où il le positionne en 10. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, il a dû se rendre compte que avec ce Paris Saint-Germain, il y avait pas mal d'options. Il y avait déjà pas mal d'options, pas mal de choses à faire. Donc, il prône la polyvalence. C'est un entraîneur qui prône Quand on laisse le temps au temps, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'options qui peuvent se mettre devant les yeux de l'entraîneur, comme celle de mettre Dembélé numéro 9. Il y a eu par moment Barcola numéro 9, Kang numéro 9. Là, Dembélé numéro 9, ça fait l'unanimité. Il est à 13-15 buts. C'est de la folie. On est tous heureux. Même plus de 20 buts TTC. C'est ça. Même plus de 20 buts. Donc il est vraiment sur des stats. 26 ou 27 GA, il me semble, avec les passes. Exceptionnel. Il faut pas se rendre compte. Là, 15 buts. Là, on parle de stats. C'est le quota des attaquants européens, ça. Mais 15 buts sur une année calendaire, c'est devant les Messi, Ronaldo. Il en est sur du record, vraiment. Donc voilà, on parle de quelqu'un, et moi le premier, j'ai aucun problème pour le dire, à qui je disais qu'il ne marquait pas assez sur 2. Enfin, il a pas ses stats en 2 ans, et je vais totalement confirmer ce que dit Yang. Je suis extrêmement d'accord avec lui. Je pense que Dembélé, quand il est sur le côté, on a trop l'habitude de le voir comme ça. Et souvent, on a couvert en fait en disant voilà, il joue arrêté. Moi, j'ai toujours déploré qu'il joue arrêté. On lui passe la balle. Il a 2-3 personnes à dribbler, et malheureusement, moi, le premier qui disait qu'il n'avait pas de QI de football, je pense que c'est qu'une question de lucidité. C'est un joueur en fait qui joue beaucoup d'instinct. Même quand tu regardes ses buts, même quand tu regardes sa récupération, quand c'est transversal, quand il joue un peu lancé, il joue d'instinct. Quand il est arrêté, il doit dribbler et il doit réfléchir pour faire la passe ou tirer. Il a moins cette lucidité. Et là vraiment, on a un schéma de jeu. Je mets une parenthèse parce qu'on parle beaucoup de la patte d'Enrique. Je pense qu'elle est réelle, mais on a un réel changement de jeu dans notre danger depuis que Dembélé est neuf, parce que ça libère Barcola, ça libère les milieux. En fait, en gros, on devient dangereux dans beaucoup plus de schémas de jeu qu'on l'était avant, et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à marquer. Donc finalement, c'est un excellent entraîneur. Comment ? C'est un excellent entraîneur. C'est un excellent repositionnement. Non, moi j'ai pas dit que c'était. Je trouvais qu'il était trop rigide. T'es fan de lui maintenant ou pas ? Comment ? T'es vraiment fan de lui ou pas ? Bon, Il pose la question. Il pose la question. On va essayer en tout cas. Pour continuer d'appuyer les propos de Joe,
Dembélé, je pense que pour le moment, c'est le tube de l'hiver, mais je pense que ça va continuer comme ça, hein, même au printemps. Parce que on est sur aujourd'hui un attaquant, un ailier, oui, de base, qui va se rendre très très imprévisible pour les prochains adversaires de Paris, parce qu'il va être dur à cadrer pour les défenseurs. Il y a les permutations avec Bradley Barcola, avec Désiré Doué, avec Vara, parce que je suis désolé, mais lorsque Vara marque contre Monaco, il est en position de 9, hein, le Géorgien. Donc il va y avoir toutes ces permutations qui font que Dembélé va toujours à un moment donné, je pense, tirer son épingle du jeu. C'est vrai que le match de Brest ce soir, on l'a très peu vu, jusqu'à un moment où il ouvre son pied gauche, trouvé par Hakimi. On le voyait très très peu, on se dit mais attends, Dembélé, ça fait plusieurs matchs, il n'arrête pas de marquer. Est-ce qu'il va marquer ce soir? Et Hakimi a su le trouver dans les meilleures dispositions, il a marqué. Parce que et franchement, aujourd'hui, on peut dire que c'est. Enfin, actuellement, vraiment, si on doit juger, c'est le meilleur joueur du monde pour l'instant. En vrai. Non, mais pour de vrai. Non, mais si tu juges tout de suite. Sur 2025. Non, mais là, depuis un mois. Sur 2025. Il y a quel joueur au-dessus? Non, sur 2025, t'as raison. Vraiment, enfin, c'est pas pour faire du chauvinisme. Mais c'est pas pour faire du chauvinisme. 6 ans de meilleur joueur, ça change Après, tous les mois. Oui, mais je parle en ce moment, la forme du moment. Il est heureux. Non, parce que là, Matt, il m'a devancé sur peut-être un thème futur du PEP que je réservais face à d'autres adversités. Voilà. Mais je veux pas vendre les bœufs à... Matt, tu mets la charrue avant. Je savais même pas les sujets en plus. Je savais même pas les sujets. Il faut qu'on ait ce gros match test aussi. Parce que pour qu'ils deviennent, en tout cas aux yeux du monde, on a eu City. On a eu City quand même. Oui. Joe. Et je tiens à préciser qu'il est décisif depuis le début de la saison, en réalité. On l'aura le gros match. Et je dis décisif avec un grand En D. Ligue 1. Oui, mais décisif depuis le début de la saison. Très bien de quoi tu parles. Voilà, il a eu un coup de moins bien aussi, comme Bradley Barcola. Il a eu un petit coup de mou. Novembre-décembre. Ouais, voilà. Et après, là, il est bien revenu. Mais comme tu l'as dit, Young, c'est qu'en fait, toute l'animation a changé en fait. En l'espace de 2 mois, l'animation offensive a totalement changé, et même avec le milieu de terrain. Parce que João Neves, encore il y a quelques temps, des fois ça arrivait qu'il soit sur le banc, de voir Warren, de voir même Fabian Ruiz, même s'il est resté titulaire. Mais l'impact qu'a Désiré Doué, on ne se rend pas compte. Incroyable. On se rend pas compte des solutions que ça peut apporter à l'animation offensive. Oui, bien sûr. Lui, ça fait un mois qu'il a encore passé un step, et effectivement, ça joue aussi. Ça joue. Et n'oubliez pas que Désiré Doué, il a une VMA exceptionnelle. C'était en équipe de France qu'un des préparateurs physiques disait qu'il avait une VMA vraiment au-dessus de tout le monde. Physiquement, et tu le sens, au milieu de terrain, il court tout le temps. Très bien. Très bien, on va avancer. Brandon, Yes. j'aimerais avoir ton MVP du soir. C'est difficile. Ruiz. C'est difficile. Non. C'est chacal. Essayez d'être original. Voilà, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être original, mais j'ai beaucoup aimé le match de Vitinha. Vitinha. J'ai aimé le match de Vitinha, ouais. Bah, ça tombe bien parce que je voulais qu'on fasse un focus sur Vitinha. Ouais. Donc on va parler de ce joueur qui a été loué par l'entraîneur Luis Enrique en zone mixte. C'est très rare, hein, donc je le souligne, hein, parce qu'en général, il met en avant le collectif, l'équipe. Et là, pour le coup, il a parlé pour l'international portugais. Ouais, mais il est précieux. Il distribue de bons ballons, il casse les lignes. Donc il est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un joueur qui est humble. Il sait ce qu'il a à faire. Et il aide l'équipe du coup à aller de l'avant. Donc que dire de plus? Enfin, depuis le début de saison, le gars, il porte ses couilles. Excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai. Donc j'ai rien à lui dire de plus, qu'il continue. D'accord. Matt, est-ce que tu penses que Vitinha, il devient vraiment ce milieu de terrain que le Paris Saint-Germain attend depuis maintenant plusieurs années? Ouais, top player, vraiment. Je le mets dans les meilleurs milieux de terrain au monde, quand même. Jamais à moitié. T'aimes bien, Matt. Vitinha, ballon d'or. Non, mais c'est vrai, les gars. En vrai, il a atteint un niveau. Il me fait penser à un joueur qui aurait pu jouer dans l'équipe du Barça, peut-être à l'époque, tu vois. Je dis peut-être pas à la place de Xavier Iniesta, mais en vrai, tu vois, il ressemble à ce type de joueur-là. Toujours. Un vrai métronome, en fait, qui va te poser le jeu, qui a du calme. Et en plus, j'ai trouvé une touche, je l'ai trouvé techniquement très, très fort. Ce soir. Vraiment très calme dans tout ce qu'il faisait. Non, franchement, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Non, je rigole. Je vais interroger celui qui est assez, qui est calme, beaucoup plus que son voisin, Joe. Voilà. Ça se vend de moi. Je suis content. Sur Vitinha, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Non, enfin, déjà, Vitinha, alors contrairement à ce que tu as dit, Brian, au début de saison, bon, il s'est blessé, il est revenu. Je trouve qu'il est revenu en fait un peu timidement et qu'il est vraiment monté en puissance. Donc, c'est extrêmement bien. En plus, dans un rôle un peu différent, parce que, oublions pas que l'année dernière, l'équipe sans star, hormis Mbappé, t'as quand même Vitinha qui finit top 30 Ballon d'Or. Parce que il était là, il avait un autre rôle, il avait un rôle qui était encore un peu plus offensif. Si je devais mettre un petit truc, j'aimais bien moi les frappes de Vitinha, je trouve que ça surprenait. J'aimerais bien qu'il retrouve ça, mais par contre dans son rôle de métronome, de récupération de ballon, pour casser les lignes, et ça va en fait de pair avec le premier sujet qu'on a eu, parce que comme en fait on joue beaucoup plus avec de la transversalité, il s'amuse déjà aussi beaucoup plus, tu le sens. Non, vraiment c'est un exemple, et je trouve que c'est lui qui incarne le plus le PSG d'Enrique. Exactement. Très bien. Miguel, est-ce que tu as un autre joueur MVP ce soir à citer éventuellement? Si tu en as pas, c'est pas grave. On avance. Je vais parler d'un autre qui m'a beaucoup plu. Bah, c'est quelqu'un qui est toujours constant en ce moment, c'est João Neves. J'ai trouvé João Neves un peu moins en vue que Vitinha, mais j'ai trouvé qu'il était encore partout présent. J'ai beaucoup aimé, vous savez, en deuxième mi-temps, la talonnade qu'il donne à Dembélé dans la surface. Et malheureusement, Dembélé, sa frappe, il attire juste à côté. Déjà, c'est un changement pour un milieu de terrain, parce que je trouvais nos milieux de terrain étaient un peu trop craintifs aux abords de la surface pour ne pas tenter des gestes comme ça. Et João Neves, il se projette beaucoup, même en première mi-temps. Vous savez, au niveau du pénalty qu'on a par Nesmelou, c'est lui qui frappe d'abord, que le gardien brestois repousse, et ensuite, il donne à Dembélé, et Dembélé frappe, et ça provoque le pénalty. Et moi, j'aime des milieux qui se projettent. Et ce qui m'horripilait les années précédentes, les milieux de terrain, ils n'allaient jamais dans la surface pour créer le surnombre. Ils laissaient toujours Neymar, Mbappé, Messi faire le boulot pour marquer. Et là, je trouve que João Neves incarne ça. Il n'y a aucune timidité. Lui, dès qu'il attaque, il y va. Il n'y a pas de retenue. Et je trouve que João Neves, en ce moment, pour moi, c'est surtout pour sa régularité de ses performances. À son âge. À son âge. Et je trouve qu'il a une maturité à 20 ans. J'ai l'impression, quand je vois João Neves, un des meilleurs joueurs du monde, qu'il a 25 ans, il a déjà le mindset d'un joueur de... La vision. D'un joueur de maturité. Et top 10 Ballon d'Or. Yang, est-ce que tu as un joueur différent de ceux qui ont été cités? Moi, j'ai pas forcément de joueur différent. Moi, je te dirais Vitinha. Ah bah merci. Moi, pour moi, c'est Vitinha ce soir parce qu'il est, il est à la baguette. Il est à la baguette et il y a pas mal de monde qui le critiquait lorsqu'il revenait de blessure, je crois, en octobre. Et moi, je trouvais qu'il n'était pas si horrible que ça, le joueur. Je trouvais qu'il montrait quand même certaines choses, mais ça se voyait quand même qu'il n'était pas à 100% à ce moment-là. Mais il y a pas mal de gens qui le critiquaient et de manière injuste. Et c'est vrai que au fil des semaines, il est vite revenu à son meilleur niveau. Et c'est vrai que depuis 2-3 semaines, là, on a un Vitinha qui est vraiment métronome de ce Paris Saint-Germain. Alors, c'est pas encore le Vitinha vraiment qui te change totalement les rencontres comme en fin de saison dernière. Mais c'est quand même un Vitinha de très, très haut niveau. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, j'ai encore le flashback de l'action où il dribble comme ça au milieu de terrain en début de match. J'avais jamais vu faire ça. Incroyable. J'avais jamais vu faire ça. Ça fait longtemps qu'il le faisait plus, mais il le faisait au début. J'ai eu des flashs de Zidane en 2006. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai vu faire ça. Non, mais vous vous souvenez un ancien Ballon d'Or. Vous vous souvenez quand même que Vitinha, au début, quand il arrive, on disait tiens, on dirait qu'il a des mimiques un peu de Verratti sur les dribbles et tout. Et il y a un moment où effectivement il le faisait plus. Et je trouve que Vitinha, ce qui est assez fort, c'est que c'est un joueur qui est très fort, mais qui change son style de jeu. Enfin, des fois, tu peux le voir beaucoup plus défensif, des fois, tu le peux voir dribbleur, des fois plus offensif. Il est assez caméléon, ce joueur, au milieu de terrain. Du coup, c'est ce qui fait que c'est une pépite. Et tu disais, c'est dommage qu'ils prennent pas les tirs de loin, mais ça, c'est une question d'opportunité que tu vas avoir dans le match. Si t'as pas l'opportunité de tirer de loin, pourquoi tu vas tirer de loin? Il y a eu les opportunités au PSG. T'as raison, oui, mais tu peux l'avoir. Ce match de pas spécialement Brest. Monaco, les matchs d'avant aussi. Mais je sais même pas s'il en a mis cette année. Je suis même pas sûr qu'il ait mis un but de loin. Le coup franc seulement contre Monaco. Ce week-end. Voilà. Mais pas du frappe comme l'année dernière. Non. Tout à fait. Pas encore. Joe, éventuellement, ton meilleur match du soir. Mon meilleur match? Ton meilleur match, ton meilleur joueur du soir, pardon. Ouais, c'est compliqué de sortir ce qui a été dit, mais j'ai quand même aimé aussi. Allez, je vais
Désiré Doué, je trouve qu'il a quand même en fait aussi donné une bonne copie. Dommage, il n'a pas été récompensé par son but. Mais voilà, dans le trio, il a existé. Ouais, il fait partie des joueurs qui ont progressé également sous Luis Enrique. Matt, tu aimerais mettre en exergue un autre joueur? Non, moi j'avais dit, j'aimais bien. Enfin, après, c'est juste pour. Je l'ai tellement descendu parfois que j'ai envie de le mettre un peu en valeur. C'est Donnarumma. Finalement, je trouve que. Alors, il n'a pas fait un match. Je parle pas du match en particulier. Mais non, ce que je veux dire, c'est que quand même, on l'a énormément critiqué. Moi, je trouve qu'il nous rassure quand même un peu plus qu'avant. Si, je trouve qu'il nous rassure plus qu'avant. Je le dis. Il nous rassure beaucoup plus qu'avant. Messieurs. Là, j'ai écouté Tariq. Non, mais en plus, moi, vraiment, il n'y a aucun flop ce soir à mettre, parce que même Fabian, j'ai entendu, voilà. Moi, il a été au niveau, il n'a pas été catastrophique. Il n'y a vraiment aucun joueur à mettre comme flop. Moi, personnellement, si j'irais sortir un flop, ça serait plus Donnarumma, en fait, pas par rapport à son match en lui-même, mais c'est par rapport au fait que le problème que me pose ce gardien, c'est que tu peux passer des périodes où il va t'enchaîner des bourdes, comme il a fait contre l'Atlético Madrid, comme il a fait dans pas mal de matchs. Oui, Arsenal, c'est 2 sorties manquées. Et après avoir des périodes où il va te rassurer, tu te dis oui, là, il a progressé. Il a progressé au pied, il a progressé dans les sorties, etc. Et là, aujourd'hui, il n'a pas fait de bourde, mais il va y avoir ces 2 relances. Non, de bourde qui t'a coûté des buts. Je vais te dire pourquoi. Écoutez, attends, laissez terminer Tariq, s'il vous plaît. Il n'a pas fait de bourde qui t'a coûté des buts, mais 2 relances. Tu sais, t'as l'impression qu'il y a un bug dans sa tête. Je comprends pas la relance. Il s'excentre. Voilà, il s'excentre, il recule face à. Mais c'est pour lui donner un peu de force, moi, sur les derniers matchs. Pas vraiment ce match-là. Il n'a pas besoin, sois bon, mais rassure-nous par tes prestations. Et moi, c'est ça le problème. Même ce week-end, moi, il y en a beaucoup qui veulent le défausser du but de Zakaria au premier poteau. Moi, il doit couvrir son premier poteau. Tu anticipes le centre, il n'y a pas de problème. Mais c'est en fait, il y a un enchaînement de choses qu'on pardonne à Donnarumma qu'on ne pardonnerait pas à d'autres gardiens, en fait. Et moi, ça me pose problème. Et c'est qu'on a toujours autant de questions à se poser sur ce gardien qui a 10 ans de carrière au plus haut niveau derrière lui. Et il y a autant de questions à se poser. Et moi, encore ce soir, c'est un... Si, il a commencé à 17 ans. 15 ans même. Abuse-toi. Non, parce qu'il a 25, il a 25 ans. Donc si tu dis 10 ans, c'est 15. 16 ans. Ouais, 15 ans. Ouais, mais tu sais, à la limite, ce problème, on va le régler à la fin de saison. Là, on l'aura jusqu'à la fin de saison de toute façon. Donc, on n'a pas le choix que d'avoir ce gardien pour l'instant. Mais là, on sent de l'affection. Tu vois, t'as envie de le mettre. Oui, j'ai envie. Il y a de l'affection. Non, mais en top, c'est vrai que non. Non, c'est pas un top. Non, je mets pas un top. J'ai pas dit top. Je mets juste en exergue. C'est à côté. C'est un joker. Je dis juste que j'ai envie de donner un peu de force en ce moment parce qu'on va en avoir besoin si on veut aller loin en Ligue des Champions. En plus, moi, j'ai réservé mon hôtel à Munich, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il me sauve. En fait, je pense que c'est le mot rassurant. Miguel, t'inquiète, tu vas parler. Pardon, c'est le mot rassurant que tu as dit qui nous fait vraiment, parce que justement, ce qu'il n'a pas, c'est de nous rassurer. Ben oui, il fait des arrêts, on peut pas le dire, hein. Encore ce soir, il en fait, il en a fait dans d'autres matchs. Mais le mot rassurer, non, mais je dis pas le contraire. Oui, c'est sûr que je suis pas le plus rassuré du monde avec lui, mais je voulais juste donner un peu de force pour que, tu vois. Avant de passer au dernier thème, Miguel, qu'est-ce que tu voulais dire sur ça tombe bien de parler de non, c'est pas mon joueur préféré. Moi, non, parce que quand tu as parlé de sa relance ratée, en fait, c'est Marquinhos qui le met dans la mouise, parce que Marquinhos, il donne déjà la balle en retrait. Il y a déjà ailleurs qui va sur Donnarumma. Tu vois bien. Et Donnarumma, il n'a pas le temps, tu sais, de bien relancer. Donc c'est Marquinhos sur ce fait-là qui n'a pas pris la responsabilité de lancer. Si, je l'ai bien vu. Non, mais techniquement, oui, mais justement, le fait, comment il recule, non, mais justement, Marquinhos, il est face au but. Il est face au jeu, il peut décaler Nuno Mendes, tu sais, il fait un transversal. Il choisit la facilité pour que Donnarumma dégage en catastrophe. Et tu sais que Donnarumma, quand il n'a pas le temps, c'est là qu'il fait plus d'erreurs. Je parle de cette situation-là. Là, tu me parlais du match précédent contre Monaco. C'est vrai qu'il fait une erreur d'anticipation, mais Zakaria, il joue très bien le coup. Hein. Elle n'est pas facile à admettre. Comme Dembélé ce soir, il joue très bien le coup. Et par contre, tu sais, pour défendre Donnarumma, mais défensivement, ce soir, on n'est pas bon ce coup de pied arrêté. Il y a trop de largesse défensive. Notamment, les latéraux, ils étaient trop hauts. Et donc, il y avait des situations de centre. C'est pour ça que Brest a eu 16 tirs. Et en plus, il a fait des arrêts. Rappelle-toi la frappe de... comment il s'appelle Sima, Sima à 2-0 en première mi-temps. La défense, elle dort. Et heureusement qu'il a un arrêt réflexe. Mais Miguel, quand Donnarumma sort,
lors d'un coup de pied arrêté. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais là, tu sais, sur le corner... Non, je te pose la question. Qu'est-ce que t'en penses quand il sort? Historiquement. Bah, je veux te dire que souvent, l'année dernière, j'étais un peu plus dur sur, tu sais, les sorties, je trouvais qu'il ne prenait pas. Mais cette année, hormis l'action d'Arsenal, où j'ai trouvé qu'il n'a pas été bon, mais je trouve qu'il est un peu meilleur dans ce domaine, sincèrement. Ce domaine, je trouve. D'accord. Ouais, mais en revanche, très rapidement, il faut quand même qu'on parle un petit peu de la défense parce que je vais mettre un peu les pieds dans le plat. La défense, on aime tous dire que en fait, c'est bon, etc. Parce qu'au final, en fait, on gagne 4-1, 5-2. Mais on prend des fois des buts. Là, ce soir, on prend 3-0. En vrai, le 0... On met. Le 0, en vrai, ils en auraient marqué un, ça n'aurait pas été volé. Tu vois, tu finis, il y a transversal, deux poteaux. Enfin, voilà, il y a quand même des faits de match. Il y a quelques arrêts de Donnarumma, que ce soit sur ce match ou d'autres. Je trouve qu'en défense, faut faire attention parce que quand on sera en fait au vrai haut niveau, on fait pas tant de clean sheet que ça malgré nos enchaînements de victoires. Attention, je pense qu'on a vraiment des errances. Il y a des phases de jeu où on n'est pas très bon. Et quand on va jouer contre Liverpool ou le Barça, des grosses attaques. Tu peux te dire que si Brest, ils arrivent à nous en mettre 2, allez, peut-être qu'ils auraient mérité dans 1. Tu peux être sûr que ces équipes-là, ils vont nous en mettre 2, voire 3, et qu'on devra compenser par une attaque incroyable. Et justement, Joe, c'est qui que tu mets en avant, justement, qui te fait le plus peur dans cette défense? En fait, ou c'est toute la défense, finalement, qui est un peu... C'est pas si facile à lire, en vrai. Moi, justement, je ne peux pas l'analyser. Vraiment, c'est dur. C'est dur à analyser. Tu n'as pas de réel fautif. Je ne sais pas si l'animation défensive ou si c'est les largesses par rapport aux latéraux, parce que tu as toujours un Hakimi qui est très haut. Ou Nuno aussi. Les deux. aussi. Et tu as la gestion avec... Comment? Il est moins monté ce soir. Il était tranquille, Hakimi, aujourd'hui. Ouais, il était tranquille. Mais c'était des consignes. Ce que je pense sur ta question, après on va passer au dernier thème donc, de l'émission, c'est que je pense que le milieu de terrain est encore léger et qu'il ne protège pas assez sa défense centrale. Moi, c'est ce que je pense vraiment. Je ne suis pas encore rassuré sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que moi, je me pose toujours la réelle question de savoir quel est le réel poste de Vitinha, savoir s'il ne serait pas meilleur en 6 ou en 8. En 6. Et après, là, on parle de la saison prochaine. Voilà, moi, je parle plus pour la saison prochaine. Recruter un réel... C'est ça. Cette année, on est obligé de se concentrer. C'est bien, l'animation est bonne, mais je pense que tu as raison. Avec 6... Et tu vois, si je dois parler d'un 6, je dirais que Neves a plus ce profil-là. Voilà, d'un joueur qui va tacler, qui va aller chercher, qui va défendre. Offensivement, il t'apporte tellement. C'est vrai. Et puis il a tiré vers le but quand même. Il a quand même tiré. Je pense pas qu'il aimerait rester derrière. Pas un vrai 6 de métier. On fera ce débat dans un prochain PEP. Là, j'aimerais vous poser une question. Voilà, Luis Enrique a dit que cette saison, le Paris Saint-Germain serait plus fort que la saison dernière. Voilà, c'est à vous de constater. J'aimerais vous demander les raisons. Voilà, du pourquoi le Paris Saint-Germain serait ou est plus fort que la saison dernière, alors qu'on a quand même perdu le meilleur joueur de l'équipe. Il faut souligner. Tariq ? Moi, ce qui me saute aux yeux quand je regarde le Paris Saint-Germain, depuis le début de saison, même avec les critiques que j'ai émises, c'est surtout que tu as 11, voire 13 ou 14 ou 15 joueurs, ça concerne l'ensemble de l'effectif, qui fait un pressing constant et qui court énormément et qui courent les uns pour les autres. Moi, ça m'impressionne de les voir à chaque fois dédoubler. Il y a quelqu'un qui fait la passe, tu auras un Vitinha qui va réclamer. Tu as le choix, en fait. Et même Donnarumma, on parlait de Donnarumma, on voit qu'il a progressé au pied, mais il a des solutions. En fait, ça propose de partout. Et moi, je pense que ça fait une grosse différence quand on peut dire ce qu'on veut. Mbappé, en termes de statistiques, en termes d'impact, il était extraordinaire. Mais en termes d'effort, de pressing, c'était pas trop ça. Et même, tu le vois dans les statistiques des kilomètres parcourus en Ligue des Champions. On est parmi les premiers, alors qu'avant, on était toujours parmi les derniers. Et je pense qu'il y a de l'importance. Le fait aussi de toujours réclamer la balle dans les pieds. Maintenant, tu as du jeu en profondeur. Tu as des solutions de partout. Et je trouve que c'est... Il y a une évolution dans le jeu. Ouais, puis c'est surtout, moi, je trouve le mercato, finalement, qui a fait aussi un peu la diff, je trouve. Le mercato... En la personne de qui ? Joao Neves, même Pacho derrière. Enfin, j'ai trouvé en tout cas que les recrues, franchement, il a été bon là cette fois-ci le mercato. On a souvent critiqué, souvent léger, on a mais très bon. Et franchement, très bien cette année ce qu'il nous a fait là. Bien ciblé les recrues. Ils ont bien profilé. Même s'il y a encore des manques.
Il manque des petits trucs encore, un 6 notamment. On va attendre encore l'été prochain pour faire les petits ajustements. Et justement, il y a eu un ajustement là en plein hiver. Si le PSG est plus fort que l'année dernière, comme dit Enrique, c'est aussi parce que tu as des joueurs qui se connaissent mieux. Aussi, oui. Qui s'apprécient, je pense, beaucoup plus, qui ont appris à se découvrir les uns les autres, et puis qui sont en osmose les uns les autres. Ils s'aiment bien, quoi. Oui, mais en début de saison, personne n'y croyait. De quoi ? Ah, si, quand même. Au fait que le Paris Saint-Germain était plus fort que la saison dernière. Alors, ou allait être plus fort que la saison dernière. Parce que ça, c'est les personnes qui pensaient que le Paris Saint-Germain tournait qu'autour d'une seule et même personne nommée Kylian Mbappé. C'est ça. Mais Kylian Mbappé n'est pas le Paris Saint-Germain. Exactement. Ça, je pense que c'est une fameuse émission qui est le soir et c'est un grand journal. Non, oui, qui sait ? Je pense que tu as raison. Voilà, je pense que j'ai raison. Eux effectivement, ils étaient dans cette analyse-là. Après, attention, parce que on peut essayer de réécrire l'histoire. Il y a des faits d'instant. À un moment, tu es quand même au mois de décembre et en Ligue des Champions, tu n'as aucun de tes attaquants qui a marqué. Ça a été notre réalité. Donc ne soyons pas en disant oui, quand à un moment on a dit quand Kylian Mbappé il est parti, à un moment où toi-même on avait eu un PEP, le titre c'était le dernier attaquant qui a marqué était Kylian Mbappé contre la Real Sociedad. Oui. Donc n'ayons pas la mémoire courte, ça a été une réalité. Oui. Moi, je pense que dans le progrès de cette équipe, il y a plusieurs choses et plusieurs timings. Déjà, Enrique, je trouve que sa constance, sa croissance, c'est effectivement, vous en avez parlé, l'impact physique, le fait de concerner tous les joueurs. Mais tout à l'heure, Yang, tu as dit un truc vrai, tu as dit qu'effectivement, les joueurs, ils se connaissent mieux. Je pense que aussi, Enrique connaît mieux ses joueurs. Parce qu'à un moment, il ne faut pas oublier que quand il met Dembélé sur le banc contre Arsenal, etc., qu'il dit, vas-y, viens pas, parce qu'il y a des petites tensions. Tu sens non, ça c'est normal, Joe. Non, mais tu peux dire que c'est normal. Ça même, je pense que ça fait partie des éléments positifs de sa gestion. Je te dis pas l'inverse. Je te dis justement que tu apprends à les connaître. À un moment, il y a eu des tensions, etc. Il y a des choses en tout cas qui font que ça a pas fonctionné de manière générale à des moments. Faut sanctionner le premier de la classe comme le dernier. Ce que je te dis, Byron, c'est que je suis pas en train je te dis juste que c'est des faits marquants qui font qu'aussi tu as vu des changements. Tu vois, si quelqu'un me dit que quand tu regardes le match d'Eindhoven et le match de Manchester City, tu vois la même chose, je te dis que non, en fait, on joue pas la même manière. Le fait d'avoir remis en neuf, je pense qu'il y a une qualité d'écoute, il y a une transition qui se fait. Ça a été une trouvaille. Ça a été une trouvaille du coach. Ça a été une trouvaille du coach. Je te dis pas que ça n'a pas été une trouvaille du coach, mais sauf que t'as pas tout qui a été juste en fait crescendo. Le moment où il fait cette déclaration-là, versus un changement que tu as vu en janvier, je pense qu'entre-temps, il y a eu des rajustements en fait assez conséquents. Je suis d'accord. Mais par contre, je pense que l'année prochaine, avec Vinicius dans l'équipe, ce sera compliqué de... Bon, ça, on attend un peu. Brandon. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais. Quels ont été les ingrédients, selon toi ? Quels sont les ingrédients ? On est au présent, là. Bah, écoute, le travail, tout simplement. Tout simplement. Parce que quand tu dis, comme les frères disaient, quand les gens sont impliqués, quand les joueurs, du coup, sont tous investis à vouloir jouer autrement, parce que forcément, dans les années antérieures, c'était tous destinés, du coup, aux mêmes joueurs. On fait la passe à Mbappé, à Neymar, à Messi, c'est prévisible. Alors que là, on est imprévisible. Donc, devant, ça part de partout. Donc, voilà, c'est une bonne chose à voir. Donc, le schéma est bon. On voit la patte de Luis Enrique. Donc, c'est vrai, on voit, il y a de la concurrence. On voit, ça se défonce. Ça se challenge. Parce qu'il n'y avait pas de challenge avant. Il y a une bonne remise en question aussi. Aussi. C'est intéressant, mais par rapport à quoi le truc avec Dembélé, on sait que ça a amené des tensions dans le vestiaire. Bien sûr. Avait des joueurs, moi, que j'estimais pas. Qui devaient être sur la composition de départ comme des Kang In Lee. Moi, je vois depuis le début, déjà que ce soit en poste de numéro 9, mais même au milieu de terrain, que ce que Kang In Lee apporter de plus, par exemple, qu'un Désiré Doué ou que d'autres joueurs. Merci. Et moi, je pense que le fait d'enchaîner les compositions d'équipe avec des joueurs à leur poste et d'enchaîner aussi des 11 types qui se suivent, et automatiquement, déjà, les joueurs se connaissent mieux. Et surtout, tu as une certaine valorisation du travail parce que du jour au lendemain, tu pouvais aussi voir un João Neves qui sortait d'un très bon match sortir de l'équipe ou même sortir de l'équipe pour une mauvaise passe. Je ne sais plus c'était quel match. Il avait PSG Nantes. Il avait foiré une passe, il avait sorti 2-3 minutes après. Donc je pense que là, il y a une remise en question du coach et c'est ce qui fait que tu sens une certaine cohésion du groupe et surtout autour de l'entraîneur aussi. Parce que même quand on regarde un peu les zappings qu'il y a sur YouTube, sur PSG, on les voit proches d'eux. Tu vois que il y a une autre relation même avec Ousmane Dembélé, avec les joueurs, et il y a une osmose entre eux. Et je pense mais c'est finalement le foot, parce que quand tu joues au foot, c'est vrai qu'en début d'année, souvent, tu as une équipe
Après, tu as des joueurs qui vont performer, qui vont pas performer. Et souvent, en fait, l'entraîneur, lui, va s'adapter par rapport aussi au niveau des joueurs. Et c'est vrai que tu prends Kangini qui jouait pas mal. Au final, ben, lui-même, enfin, Enrique, je pense que finalement, on a tous pensé qu'il était ultra têtu. Mais au final, il est quand même assez pragmatique. Tu vois? Donc, il s'est dit, c'est aussi sa peau qui joue à un moment donné. Donc, s'il continue à faire des choix qui sont suspects, pas mettre les joueurs au bon endroit, comme tu dis, ben, à un moment donné, il s'est dit, attends, si ça continue, on va pas passer le premier tour de la Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'il y a une remise en question. On arrive sur la fin de l'émission, mais moi j'ai plus l'impression, après le débat sur Lucien Enrique, il n'est pas terminé, mais j'ai plus l'impression que il a été solide sur ses appuis, hein, Lucien Enrique. C'est-à-dire que il avait ses idées du début, il les a toujours aujourd'hui. Non, je suis pas d'accord. Non, il a changé quand même. Je peux pas finir avec ça. Non, il a changé. Non, désolé. Si tu me dis que le match de Dortmund qu'on a fait là, quand on fait 12 poteaux avec une possession stérile, c'est la même chose que les Manchester, les Stuttgart et les Brest, tu te fourvoies. Tu sais, regarde. C'est pas le même match. Ce que je veux dire, je suis pas en train de... Regarde, sur ce que tu es en train de dire là, la photo que tu as prise, pour moi, la différence, c'est la finition. Et là, je reprends ce qu'a dit monsieur Brandon. Le travail. Mais Byron, le travail. S'il te plaît, quand tu me parles du travail... on va pas me dire qu'il a travesti son identité de jeu entre ces deux matchs. Ok, tu crois que Dembélé, il marque 15 buts sur l'année civile, là, c'est juste par rapport au travail, alors qu'en décembre et novembre, il les mettait pas. Pas juste, mais c'est énormément dû au travail. C'est de l'agilité. Les sessions qu'il a ajoutées. Donc je te dis pas qu'il n'y a pas de travail, bien évidemment qu'il y a du travail. On en a débattu ici. Juste le fait de voir Nuno Mendes prendre son couloir, tu le voyais pas en début de saison. Et tu sais que c'était une consigne du coach. Vrai, et là, tu le vois, Nuno Mendes qui des fois, on le voit, il est limite numéro 9 sur des phases de jeu. Tu sens que c'est le coach qui s'est remis en question. Oui. Tout le monde pétait un câble. Et c'est très bien. Un joueur comme Nuno Mendes, pas utilisé avec la force qu'il a offensive. Et là, tu vois que trop de discipline. Oui, c'était différent. Tu vois que les joueurs étaient scolaires. On en parle. Mais qu'est-ce qu'il a... Un entraîneur, bien sûr, qui voilà, il fait des changements dans le cours d'une saison. On ne va pas dire qu'il reste figé à chaque fois. Mais qu'est-ce qui a drastiquement changé la transition. Dans sa philosophie, la transition. Un peu plus de transition. Tu sais, je me permets, et après, pardon. On va bientôt finir, là. Tu sais, quand Canal, ils ont montré le match de Manchester City, je prends souvent cette anecdote-là. Ils ont fait en fait une vidéo qui s'appelle « Ce que vous n'avez pas vu pendant le match ». À la première mi-temps, j'entends tout le monde qui disait « Ah, on joue plutôt pas mal ». Moi, j'ai dit « La mi-temps qu'on joue, c'est tous les matchs qu'on perd à chaque fois. Ça n'a pas loupé, on s'est pris 2-0 parce que, en fait, on est stérile, mais on joue bien. » La seule action qu'on a, où Hakimi, en fait, va et limite hors jeu, c'est Joao Neves qui lui met. Et tu sais quoi ? Le coach lui avait dit « Mets-la en retrait ». Joao Neves, il l'a envoyé. Deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Les gars, lâchez. Avancer, jouer en transition. » Qu'est-ce qu'on a fait ? On a joué en transition. Il fait rentrer le meilleur joueur de l'équipe. Oui, il fait rentrer le meilleur joueur de l'équipe. Mais il n'y a pas que ça. Mais le meilleur joueur de l'équipe, quand il rentrait avant contre Eindhoven, ça ne marchait pas. C'est ça notre réalité. Je te dis pas qu'il n'y a que ça, Byron. Mais c'est qu'à un moment, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience du coach qu'on devait jouer différemment. Tu sais, et je vais finir là-dessus, je pense que même dans la manière où on jouait ici, maintenant, même Kolo Muani sera à l'aise. Kolo Muani, il a le profil pour jouer sur le jeu qu'on fait maintenant, mais pas le jeu qu'on faisait en fait en décembre et en septembre. Et je suis très content que le coach soit revu. Moi, je pense. On en reparlera. C'est possible. C'est possible. Ce que je dis, Joe, c'est possible. Vous avez un truc à rajouter, les amis ? C'est bon ? Non, nickel. Bon. On est bien. Je vous remercie. C'était riche. C'était incisif, comme le jeu en transition. Merci, Brandon. Voilà. Et le plaisir. Voilà, le plaisir est partagé. Donc, chers abonnés, on espère que cette émission vous aura plu, comme le match de ce soir, enfin de la nuit dernière, du coup, pour vous. Donc, on vous dit déjà à très bientôt sur PSG Fan TV et surtout, partagez, likez, commentez. Oui. Et bientôt les 100K. Abonnez-vous les 100K. Salut la team. Ciao.